Méléo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Et je vais commencer avec un de mes derniers gros coups de cœur. Je l'ai lu il y a peut-être 2-3 semaines maintenant et ça m'a... 2 semaines en fait, au début du confinement et... Waouh, j'ai encore envie bien sûr de le relire, d'ailleurs il faut que je le fasse mais en même temps j'ai pas envie de le refaire trop vite. Il s'agit de Malgré tout de Jordi Lafèvre aux éditions d'Argo et ça a été une très belle découverte. C'est pas du tout un achat qui était sur une wishlist ou sur lesquels j'avais entendu beaucoup d'avis ou... Non, pas du tout. Audrey du Souffle des mots l'avait présenté rapidement comme un gain de concours mais elle-même ne l'avait pas encore lu. J'ai vu la couverture, je me suis dit waouh, ça... Moi je pense que ça me toucherait. Et donc du coup quand je suis passée en librairie que je l'ai vu, j'ai fait ok let's go. J'avais aucun avis, aucun retour, rien du tout, mais j'ai foncé. Et waouh, franchement ça m'arrive rarement ce genre d'achat un petit peu sur une impulsion comme ça. Et j'aimerais que ça m'arrive plus souvent parce que ça fait un plaisir dingue de trouver une perle sans en avoir jamais entendu parler avant et juste être touchée comme ça sans savoir à quoi s'attendre. C'est merveilleux. Donc du coup... On va quand même un petit peu parler de l'histoire. Dans cette histoire, on va suivre Zeno et Anna, qui sont deux soixantenaires qui se sont rencontrés des années et des années auparavant, mais qui se sont toujours un peu ratés par la suite. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là et depuis, ils se cherchent, ils se ratent. Il y a beaucoup de moments marquants et voilà, de moments manqués surtout, des lettres qui sont envoyées ou jamais envoyées et puis des coups de fil d'un bout à l'autre du monde. Donc c'est une histoire d'amour, voilà, une histoire d'amour toute douce mais une histoire d'amour passionnée. Il y a aussi d'autres types d'amour hein, puisque bon, ils ont le cœur... parfois attachés ailleurs, donc c'est pas que eux deux, mais c'est magnifique de douceur, c'est drôle aussi, j'ai adoré. Alors déjà on va commencer par les dessins, alors la couverture juste absolument sublime, et à l'intérieur c'est pas moins bien, c'est des dessins qui sont extrêmement nets, très colorés. Que j'ai adoré. Au niveau de la narration, il y a aussi pas mal de choses à dire, c'est très original. J'avais jamais vu ça dans une BD, en fait c'est raconté à rebours. Donc c'est ces fameux moments qui ont marqué leur relation qui sont racontés, mais en partant de leurs 60 ans pour arriver jusqu'à leur rencontre, et ça c'est très beau. Et la façon dont c'est fait permet, je pense, et c'est ce que je compte faire, de le lire à l'envers, donc c'est pour ça que je vais le relire tout bientôt. Je sais pas quand parce que je me le garde pour un moment un peu cocooning, mais voilà, le plaisir de le relire dans l'autre sens, depuis le moment de leur rencontre jusqu'à cette fin qui est... le début, mais qui est tellement doux. Donc voilà, c'est émouvant, c'est très touchant, c'est très doux, c'est très beau, c'est un gros coup de cœur. Je pense que vous l'avez compris, je vous le conseille, mais genre à 10 000% si vous voulez passer un moment vraiment doux. Alors après, il faut le préciser, c'est un peu triste, enfin c'est mélancolique, voilà, je trouve que c'est plein de mélancolie. C'est quand même beaucoup de moments manqués en fait, hein, d'instants où ils se sont ratés, de moments où c'était pas le moment. Forcément ça amène son petit lot de pincement au cœur et je me dis ça peut tellement, c'est tellement une histoire vraie, c'est tellement une histoire réaliste, c'est tellement quelque chose de possible que c'en est d'autant plus touchant. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Allez-y, jetez-vous dessus et dites-moi ce que vous en pensez. Surtout si vous l'avez lu, venez en parler avec moi et dites-moi si vous avez partagé ce coup de cœur. Livre suivant, je voulais vous parler d'un deuxième tome d'une duologie, donc si vous n'avez pas lu le premier, vous pouvez sauter. Il s'agit de Our Dark Duet de V. Schwab, c'est le deuxième tome de This Savage Song. Dans le premier tome, on suivait Kate Harker, la fille de Callum Harker, qui est le gros mania et dirigeant du nord de la ville de Verity, et August Flynn, le fils de Henry Flynn, qui est lui le dirigeant de la partie sud de Verity, deux parties qui sont opposées au moment où des monstres ont surgi partout dans la ville, Callum proposant aux gens de les protéger contre de l'argent, argent qui lui servait lui à acheter les monstres pour les contrôler. Et dans le sud avec Henry qui prône le combat, en fait il faut se battre pour s'en sortir. Voilà, pour brosser rapidement le tableau, sachant que les monstres avaient, et je vous mettrai ma vidéo sur le premier tome en barre d'infos, les monstres ont la particularité d'être de 3 types. Un type qui se nourrit du sang, et, enfin de la peau, des os, enfin voilà, de la chair. Un autre type qui se nourrit de sang, comme les vampires, et un dernier type qu'on appelle les Sunai et qui eux se nourrissent des âmes et en particulier
particulier des âmes des pêcheurs. Kate et Auguste avaient tout pour ne jamais se rencontrer et surtout tout pour être ennemis, et finalement il s'est tissé quelque chose entre eux. Je vous en dis pas plus parce que vraiment je trouve que le premier tome est vraiment centré sur comment ce lien s'est tissé et s'est créé. Ils sont séparés à la fin du premier tome, mais on les retrouve tous les deux dans ce second tome. Kate qui s'est enfuie et qui a découvert la ville de Prosperity, où les monstres commencent là aussi à arriver, donc elle se met à les chasser avec un petit groupe d'amis hackers qui lui donnent des petites pistes. Et Auguste de son côté est resté à Verity dans le sud. Depuis la mort de Callum, il n'y a plus vraiment de nord et de sud, donc tout le monde essaie de se battre, c'est devenu l'anarchie dans le nord. Et maintenant le sud ne fait plus seulement face à ces monstres du sud, mais aux monstres tout court, puisque les monstres du nord sont quand même restés organisés pour battre le sud. On trouve une autre forme de monstruosité dans ce roman qui est assez dur à décrire, mais c'est il l'appelle le Chaos Eater, donc il se nourrit du chaos, de la violence, de la peur, et en fait c'est Kate qui va le découvrir à Prosperity et qui va le mener sans le faire exprès, puis le chasser vers Verity, où elle va retourner et retrouver Auguste. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci. J'ai trouvé qu'en termes d'action, en termes de mise en place, ça va beaucoup plus vite que dans le premier tome. La première moitié du roman, comme les deux protagonistes sont séparés, j'ai peut-être eu du mal à m'y retrouver parce que j'avais vraiment envie de les revoir ensemble. Pour autant, on ne s'ennuie pas. Le sud de Verity, maintenant qu'il n'y a plus le gros nord en gros méchant, a quand même des difficultés en interne, et on voit vraiment Auguste qui a pris une position qui n'est plus du tout la même. Il a dû changer, il a dû évoluer, il se force à être quelqu'un qui n'est pas forcément. Kate de son côté, elle se cherche, mais elle se fuit, elle se ment à elle-même, et quand ils vont se retrouver, ça va faire boum en fait, et ils vont vraiment retomber dans ce qu'ils avaient créé auparavant. Ils vont réussir à y revenir et ça va les sauver tous les deux. En tout cas, il y a énormément d'action dans ce second tome. Je ne sais plus exactement comment c'était dans le premier, mais j'ai pas eu cette impression de rapidité. D'ailleurs, il me semble que j'avais mis pas beaucoup de temps à lire, mais beaucoup plus que celui-ci. Celui-ci, je l'ai dévoré. Enfin, la première partie était peut-être un peu plus longue, mais alors les 250-300 dernières pages, je les ai bouffées en une soirée. C'était le week-end d'Anil et du coup j'ai lu les 200 dernières pages entre 19 h le vendredi et du coup la fin de soirée, oui, il devait être 23 h. Et en fait cette fin elle est dingue, elle est parfaite. Voilà, c'est le type de fin que je trouve parfait, c'est le type de fin qui me brise mon petit cœur. J'ai beaucoup aimé, j'ai pleuré, j'étais en larmes toute la fin du tome. Je m'attendais pas à ça, en fait, je trouvais que V. Schwab maltraitait déjà suffisamment ses personnages, je m'attendais pas à une fin aussi dure, mais encore une fois, on est sur une fin en demi-teinte, c'est parfait, voilà, c'est un très bon mélange, un très bon dosage. Je ne sais pas, je ne crois pas d'ailleurs que ces deux livres-là aient été traduits, mais l'anglais est abordable. Ça vaut vraiment le coup, franchement ça vaut le coup de se lancer, je trouve. Si vous avez aimé V. Schwab dans Shades of Magic, c'est quelque chose de complètement différent. Si vous l'avez aimé dans Vicious, il y a de fortes chances que celui-ci vous plaise. Même si au niveau de la narration c'est pas du tout pareil, je sais que la narration de Vicious est très particulière et que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Là on est quelque chose sur quand même de beaucoup plus linéaire, hein. Donc peut-être plus facile à appréhender et à suivre, et au niveau du rythme c'est peut-être plus intéressant. Donc voilà, je vous le conseille, allez-y en anglais, franchement c'est un livre, voilà, la plume est très abordable et c'est quand même de l'anglais contemporain, parlé par des jeunes pour des jeunes, donc c'est quand même très... Donc ça va, hein, il n'y a pas de grosses difficultés, c'est pas de la grosse lourde fantaisie en anglais. Le seul truc peut-être sur lequel il faut faire un peu attention avec ce livre là, alors pour moi quand je le lis en anglais je me rends moins compte parce que c'est pas ma langue, mais c'est quand même un peu glauque. ça parle quand même de morceaux, enfin comment dire, ouais, il y a du sang, il y a des entrailles, il y a des trucs un peu dégueux, il y a des meurtres, il y a des explosions. Donc voilà, c'est de l'action, ça parle de sang, voilà, il y a pas mal de sang un peu partout. Donc il faut le savoir avant de se lancer dedans, mais très belle lecture. Donc on est déjà sur deux très belles lectures. Bon, je recommence. Je viens d'essayer de vous parler de ce roman, ça a pris trop de temps et j'arrive pas à m'en dépatouiller, j'arrive pas à m'exprimer correctement par rapport à Sous les sabots des dieux de Céline Chevet, j'y arrive pas. Pourtant j'ai pris plein de notes et j'ai plein de choses à dire. Donc du coup je vais peut-être commencer par le plus simple et le plus désagréable. J'ai trouvé pas mal de coquilles dans cette édition, dans ce tirage, donc c'est un peu dommage.
Voilà, ça c'était vraiment le plus facile. Maintenant, comment vous parler de ce livre que j'ai aimé, avec lequel j'ai passé un super moment et qui en même temps a été une des lectures les plus dures que j'ai eu à faire récemment parce que j'ai été extrêmement frustrée, extrêmement en colère. Ça m'a énervée au point où en fait je l'ai mis de côté, je l'ai arrêté, j'ai dit stop, stop, j'en peux plus de ces personnages, je m'arrête là. Voilà, pour vous résumer un petit peu le contexte. Maintenant je vais essayer d'exprimer tout ça pour que vous compreniez. Je vais commencer par le contexte de cette histoire qui est un contexte très très historique puisqu'on est en Corée au 7e siècle et qui est porté par beaucoup de descriptions de rites, de mœurs, de costumes, du système politique, du système religieux. Énormément de descriptions qui nous permettent de nous immerger complètement dans cette Silla, du coup un des territoires des 3 royaumes de Corée. Voilà, là-dessus, il n'y a rien à redire et c'est exprimé avec une plume incroyable qui est celle de Céline Chevet. Donc voilà, incroyable. Vraiment, encore une fois, quelque chose de tout à fait différent que ce qu'elle nous avait proposé dans ses autres romans. Là où elle m'a surprise une nouvelle fois, c'est ce qu'elle a réussi à faire avec la narration, avec les personnages et avec l'action. On va commencer par la narration du coup qui est très particulière au sens où il y a un recul qui est pris parfois. Qui fait que, alors parfois on est avec un narrateur interne, donc on suit le personnage à qui est dédié ce chapitre, si je puis dire, ou cette partie du chapitre, avec des descriptions donc vues en interne par le personnage. Et il y a aussi plusieurs passages, plusieurs parties qui sont externes. Il y a voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a un recul qui est pris, et c'est là en fait les passages les plus intéressants parce que c'est ça qui m'a fait vivre un peu cette histoire un peu comme un documentaire. On en est loin, hein, c'est pas un essai, on est vraiment sur une histoire romancée, mais il y a cet aspect-là qui m'a vraiment donné l'impression d'assister à quelque chose qui n'a pas de début, pas de fin, voilà, c'est juste une fenêtre ouverte sur cette période-là, une période qui a déjà existé, et donc dont on sait ce qui va, on sait ce qui va se passer si vous voulez, les choses sont déjà écrites. Je pense que ce qui m'a le plus fait me rendre compte de cet aspect de documentaire, c'est à chaque fois qu'on parlait de la mort, parce que des morts là-dedans il y en a, mais à foison. Des assassinats, des condamnations à mort, la guerre, beaucoup de guerre. C'est qu'en fait à partir du moment où on parle de ces passages-là, tout d'un coup tout devient très très factuel, tout devient très froid, et en une seule ligne on peut avoir des centaines de personnes qui se sont fait décapiter. Ce qui nous amène à parler des personnages, non pas qu'ils se fassent tous décapiter, hein, mais ça nous aide en tout cas à faire cette transition vers les personnages. Je pense que les personnages c'est toujours ce qui me pose le plus de problèmes, parce que là ça fait déjà 3 fois que j'essaie de vous en parler et je galère. Donc ces personnages ne sont pas faits pour être aimés, ils sont ni tout blancs ni tout noirs, il n'y a pas de manichéisme dans ce roman, ça c'est top, mais j'ai pas non plus ressenti l'attachement pour ces personnages, peut-être 2 d'entre eux max, et il y en a beaucoup. Et ils sont là en fait, ils existent dans le contexte historique, dans cette histoire, cette période qui existe déjà comme je vous l'ai dit, et ils vont faire leurs choix, mais j'ai l'impression qu'aucun des choix qu'ils peuvent faire ne sont les bons. Ils vont faire des choix essentiellement égoïstes, essentiellement déplaisants, très très frustrants parfois, parfois sans réfléchir. Il y a tout type de personnages, il y a l'enfant cruche, il y a celui qui se rapproche le plus d'un héros, on va dire. Des gens très très loyaux, des espions, des doubles jeux un peu partout. Mais voilà, aucun des personnages il y en a aucun auquel je me suis vraiment attachée, et c'est pas une critique, je pense que c'est fait exprès. J'arrive pas, je vous dis, j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas à parler de ces personnages qui m'ont tellement agacée, tellement frustrée. J'ai eu envie de les prendre, de les secouer, de leur dire mais arrête, stop, arrête, réfléchis, pense à ce que tu vas faire, pense aux conséquences. Voilà, ne vis pas que pour toi dans ta petite bulle, dans ta petite vie, essaie de penser plus grand, essaie de penser à autre chose. Et je vous l'ai dit, c'est au point où j'ai fermé le livre. J'ai fermé, j'ai arrêté, j'en pouvais plus de ces personnages. Parce qu'ils sont complètement bousculés par la fatalité qu'il y a dans cette histoire. Je vous l'ai dit, la période existe, l'histoire est écrite, les choses sont dites. Peu importe les choix qu'ils vont faire, ça va se passer comme ça. C'est vraiment la sensation que j'ai eue, cette fatalité. Ils ont beau s'agiter, ils ont beau faire... Peu importe ce qu'ils vont faire en fait, ils n'ont pas le choix, ils sont bousculés comme dans une gigantesque avalanche en fait. Voilà, on voit les choses arriver et on déboule et on n'a aucune prise, on peut rien faire,
on n'a aucune maîtrise, nous en tant que lecteurs, c'est normal, mais parfois on a l'impression en suivant certains personnages dans certains romans que voilà, qu'ils maîtrisent à peu près le flux de son destin, les trucs qui vont se passer. Et là pas du tout. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire pour vous parler des personnages, donc je vais pas insister davantage. Maintenant parlons action, parce que ce roman, malgré ses grosses phases de description, j'ai l'impression, et pourtant il n'est pas très grand, qu'il s'est passé énormément de choses dans cette histoire. J'ai assisté à tellement d'événements, des phases de bataille, des querelles internes, des trahisons, de l'espionnage, des jeux de stratégie, ouais, des différents plans on va dire de cette histoire qui se superposent et tout est lié et on assiste à tellement de choses, il y a tellement de choses qui se passent. C'est dingue en fait, ça va très vite, sauf si comme moi vous êtes bloqué par la frustration avec les personnages. Ça va du gros conflit politique international au plus petit conflit familial, c'est dingue. C'est surtout beaucoup de politique, un peu de religion, mais bon, la religion étant en soi politique, c'est beaucoup de politique tout court. On va suivre un personnage en particulier qui s'appelle Annel, et c'est celle qui m'a le plus énervée je crois, qui vit dans sa petite bulle, dans son petit monde. Elle connaît rien à rien et en fait elle vit juste pour ses dieux, pour son temple, et elle va être propulsée au milieu d'un truc qu'elle, là pour le coup, elle a vraiment aucune maîtrise et elle va enchaîner boulette sur boulette et j'ai trouvé ce personnage extrêmement intéressant parce que même si c'est le plus cruche de tous, je trouve au début, c'est aussi celui qui évolue le plus et d'une façon mais dingue, c'est-à-dire que la Annel du début n'a rien à voir avec la Annel de la dernière page, et la Annel de la dernière page, je me suis dit mais c'est quelqu'un de... c'est un autre personnage en fait, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de complètement différent. Et en fait vous parler d'Annel, parce que j'ai pas envie de retomber dans les personnages sinon je vais me réembrouiller, vous parler d'Annel ça me permet aussi de vous parler surtout des dieux. Comment ces dieux sont amenés dans cette histoire. Donc on est dans un contexte où le bouddhisme qui vient de Chine je crois prend de plus en plus de place, même en Corée où ils ont leurs dieux vénérés par leurs chamans, qui sont en lien direct avec ces anciens, voilà, ces anciens dieux. Et en fait c'est tellement onirique et figuratif et tellement bien amené et tellement naturel dans la façon dont c'est fait. Voilà, là encore, chapeau quoi, voilà, Céline Chauvet a fait un truc incroyable, original et beau. Je pense que j'aurais encore énormément de choses à dire sur ce roman, je vais m'arrêter là parce que je sais que Mélo va le lire, je pense qu'elle aussi aura des choses à dire probablement différentes et peut-être qu'au moment où on en reparlera toutes les deux ça me permettra de mieux poser mes mots, mieux exprimer ce que je veux dire, ce qui... Pourtant ça fait 2 semaines que je l'ai lu, enfin en tout cas plus d'1 semaine. J'ai eu le temps de me poser, j'ai eu le temps d'y réfléchir et j'y arrive pas quoi, j'y arrive pas, c'est un ovni encore une fois. Après La fille qui tressait des nuages, après Les chaînes du silence, je découvre Sous les sabots des dieux de Céline Chauvet. Je découvre ce que ça fait d'adorer et en même temps d'être très frustrée. J'ai extrêmement envie de découvrir la suite, ça me fait aucun doute que dès qu'il sort je vais me jeter dessus à sa sortie et voilà, je vous le conseille parce que malgré tout ce que je vous dis, c'est peut-être le plus important, c'est de savoir que je vous le recommande, je vous le conseille. C'est un coup de génie encore une fois, c'est un coup de maître. Céline Chauvet va continuer à me surprendre je crois et c'est vraiment une auteure qui, si vous ne l'avez pas encore découverte, j'en connais plusieurs là qui regardent cette vidéo, j'en connais plusieurs qui vont me dire oh j'ai encore 2 de ces romans. Non, si vous les avez encore dans votre palle, sortez-les, voilà, vous avez plus d'excuses, sortez-les, trouvez-vous un moment, posez-vous et choisissez-en un, peu importe lequel, vous allez être surpris. Vous allez être surpris et ça vaut grave le coup. Voilà, je m'arrête là pour celui-ci, j'espère vous en reparler avec Mélo. Je pense qu'il y a encore tellement de choses à en dire, mais là j'ai plus les mots, je les ai pas vraiment trouvés, j'espère quand même que ça a été clair. Sur ce, je m'arrête avec cette présentation, 3 extrêmement belles lectures. Je vous attends dans les commentaires pour en discuter bien sûr, si vous les avez lues ou pas lues, ou si je vous ai donné envie de les lire, venez en discuter avec moi, vous savez que j'adore ça. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.